Non, mais... Mais alors comment sais-tu de quoi tu parles, hein? Charlie! Ah, je ne supporte pas qu'on parle sans savoir, toi y compris, tu me déçois, Alex. Sais-tu combien de chefs-d'œuvre comporte la littérature fantastique? As-tu jamais lu Dracula? Eh bien, c'est un grand roman, Alex, un très grand roman. Quand j'étais gamin, la première fois que j'ai entendu parler de Dracula, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'avais vu à la télévision un extrait, enfin pas un extrait, la bande-annonce de Dracula, Prince des Ténèbres, avec Christopher Lee. Et ça m'avait complètement excité, enfin intrigué, je voulais absolument voir ce que c'était. Le problème, c'est qu'à l'époque, ces films étaient interdits aux moins de 18 ans, donc j'étais mineur, ben, je ne pouvais pas les voir. Et c'est comme ça que j'ai découvert le fait que Dracula, avant d'être un film, était un livre, parce que je suis tombé un jour par hasard chez un libraire sur le livre de Stoker. Je me souviens, c'était en édition Marabout. Et, et ça, c'était en vente libre, il n'y avait pas d'interdiction. Donc je l'ai acheté et j'ai été mais complètement enthousiasmé par ce livre. J'ai eu l'impression que ce livre contenait absolument tout ce que j'aimais, tout ce qu'on pouvait écrire d'intrigant, de passionnant. Enfin, vraiment, ça a été le choc littéraire de ma vie. Donc, au fil des années, j'ai lu et relu Dracula. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé au personnage. Je me suis demandé qui était derrière, qui était l'auteur. Et il n'y avait pas grand-chose en français. Donc, quelques années après, j'ai eu l'idée de proposer à un éditeur de faire la biographie, la première en français en tout cas. Et donc, je suis parti à Londres, je suis parti à Dublin, j'ai fait mon enquête. Et puis, petit à petit, je n'ai pas arrêté. J'ai continué à travailler dessus. J'ai travaillé aussi avec un traducteur qui s'appelait Jean-Pierre Crémer et on a débroussaillé quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait seulement, je crois, 2 romans de Stoker qui étaient traduits en français. Il y avait Dracula et puis je crois que c'était Le Repère du Ver Blanc. Puis il y avait aussi Le Joyau aux 7 étoiles. Et Jean-Pierre a traduit énormément de nouvelles. Et on s'est rendu compte justement, grâce à ça, que Stoker était un excellent nouvelliste. Et l'écriture du Stoker est étonnamment cinématographique. C'est pas étonnant du coup que Dracula ait été adapté des tas et des tas de fois. Parce que quand on lit, oui, quand on lit ces nouvelles, on voit les paysages, on voit les lieux, c'est très très détaillé. Dracula, c'est une convergence de différents facteurs dans la vie de Stoker. D'une part, c'est vrai que Stoker a toujours été intéressé par l'ésotérisme, par l'occultisme, donc il était au contact de gens qui faisaient partie d'une secte, la Golden Dawn, mais lui n'en a jamais fait partie. Mais par contre, il était passionné par tout ça, et il a rencontré aussi, dans les années 80, un folkloriste, un professeur de langues orientales qui était très versé justement dans les contes et légendes des pays de l'Est, qui s'appelait Arminius Vambery. Et donc Arminius Vambery faisait des conférences en Angleterre, notamment à Londres, et Stoker l'a rencontré plusieurs fois, a assisté à ces conférences, et l'a rencontré, et l'a un petit peu cuisiné pour savoir un petit peu quelles étaient les légendes autour du vampirisme. Donc il y a ça d'une part, et il y a aussi le fait que quand on connaît bien la vie de Stoker et qu'on lit Dracula, on voit des passerelles entre les deux. Par exemple, tous les personnages principaux de Dracula ont leur correspondance dans la vie réelle de Stoker. Je prends comme exemple Dracula, c'est Henry Irving qui était le mentor de Stoker et qui était son patron, entre guillemets, parce que Irving était le directeur, le propriétaire même, d'un des plus beaux théâtres de Londres, le Lyceum Theatre, que Stoker administrait. Donc, ils ont eu une amitié très forte pendant 30 ans, et on retrouve exactement les rapports Bram Stoker, Henry Irving, entre Dracula et Jonathan Harker. Et Jonathan Harker, c'est évidemment le double de Stoker. Donc, il y a vraiment des correspondances entre l'œuvre et la vie, ce qui fait que Dracula, c'est vraiment l'œuvre maîtresse de son existence. Et c'est le seul livre qu'il a mis autant de temps à écrire, puisqu'il a mis à peu près 10 ans, enfin en tout cas 8 ans sûrs, entre le début de la rédaction et la sortie du livre en librairie. Bram Stoker, en effet, c'était quelqu'un de très complexe, parce que je pense qu'il y avait le personnage que tout le monde voyait, le personnage extérieur, public, et il y avait la vérité de Stoker à l'intérieur qui ne laissait pas forcément paraître. Pour tout le monde, Stoker, c'était un être
C'était le victorien parfait, le père de famille parfait, le mari parfait, etc. Mais en fait, Stoker était, à mon avis, traversé par des sentiments contraires. Il avait une grande passion pour Henry Irving, qui a été vraiment l'homme de sa vie, entre guillemets. Évidemment, il n'y a pas de preuve que c'était une relation homosexuelle, mais quelque part, quand on regarde leur parcours parallèle, il y a vraiment un attachement qui est très très particulier et qui fait que la relation Stoker-Irving était finalement un double de la relation Stoker-Florence, son épouse. C'était vraiment les deux êtres autour desquels sa vie tournait en permanence. Et c'est vrai qu'à l'époque, avoir une relation intime avec un autre homme, c'était quand même dangereux. La preuve, c'était Oscar Wilde hein, qui en a payé les pots cassés. Donc Stoker, à mon avis, était toujours sur la tangente entre ce qu'il était réellement et ce qu'il laissait paraître. Donc ça se retranscrit dans son livre, justement ce que je disais tout à l'heure, la relation Dracula-Jonathan Harker, elle est très trouble. Et c'est la relation Henry Irving-Bram Stoker. Alors pour moi, déjà il y a Nosferatu de Murnau, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Hein. C'est pas moi qui, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la vérité. Hein, tout le monde le pense, et c'est juste. Il y a aussi, pour moi, il y a les films de Terence Fisher, donc le cauchemar de Dracula, que je mets à égalité d'ailleurs avec Dracula, Prince des Ténèbres, parce que c'est deux films qui se ressemblent énormément, qui ont été réalisés par le même réalisateur, Terence Fisher, et dans lesquels on trouve Christopher Lee. Et puis un peu plus près de nous, il y a Les Prédateurs, qui pour moi est un très très grand film, qui a vraiment une force incroyable. Il y a aussi Byzantium de Neil Jordan, qui est un film qui, je crois, n'est jamais sorti en salle en France. On se demande pourquoi, parce que c'est un excellent film. Et puis le dernier qui m'a beaucoup marqué, c'est Morse de Alfredson, je crois, le réalisateur, qui est aussi qui a complètement renouvelé le genre, à mon avis, à la fois en tant que film et en tant que roman, puisque c'est une adaptation d'un roman. Et c'est vraiment, vraiment le dernier grand film de vampire, qui va au-delà même du film de vampire. Ça dépasse vraiment le thème. C'est vraiment quelque chose de... C'est un petit miracle, ce film. Alors déjà, il y a les fondamentaux. Il y a Carmilla de Le Fanu et Dracula de Bram Stoker, bien évidemment, parce que c'est vraiment... oui, c'est les fondamentaux. Je pense que sans ces deux ouvrages, peut-être que le mythe littéraire du vampire n'aurait pas eu cet impact. Il y a aussi, pour moi en tout cas, Je suis une légende de Richard Matheson, parce que c'est le premier roman vraiment moderne et contemporain de vampire qui joue quand même pas mal avec les codes et qui est vraiment, à mon sens, un livre important. Dans la même série, je mettrais Laisse-moi entrer de Hadvige, qui est le roman qui a donné lieu au film Morse, et qui, autant en tant que roman qu'en tant que film, à mon sens, révolutionne complètement le mythe du vampire au cinéma et justement dans la littérature. Parce qu'il a vraiment trouvé quelque chose de neuf, un nouveau regard, une nouvelle façon de parler du mythe que je trouve vraiment très très pertinente, qui est vraiment extraordinaire. Il y a aussi un roman qui n'est pas très connu en France, qui s'appelle La glace et le sel. C'est d'un écrivain mexicain qui s'appelle Luis Zarat. Alors lui, il est intéressant parce qu'il se concentre uniquement sur la traversée de Dracula sur le Déméter pour aller de Roumanie en Angleterre. Et c'est un roman d'un érotisme incroyable, qui est vraiment très très fort, et qui est aussi une autre façon de présenter le vampirisme que je trouve vraiment très intéressante. Et puis il y aurait encore un ouvrage que je conseillerais, mais qui est peut-être
pas facilement disponible parce qu'il est sorti, je crois, en 1960. C'est une anthologie qui avait été signée, enfin, en tout cas, regroupée par Roger Vadim et qui, cette fois, rassemble à la fois des textes comme des textes de Don Calmet, de Voltaire, des nouvelles, des extraits de romans de tous les pays du monde et de tous les gens importants. Par exemple, il y a Gogol, il y a Richard Madson, il y a vraiment des grandes plumes qui développent finalement tout le spectre du vampirisme tel qu'on peut l'imaginer. Et c'est vraiment passionnant. Alors je sais que le roman, l'anthologie avait été republiée en livre de poche il y a, je crois, 10 ou 15 ans. Alors, est-ce que c'est encore disponible? Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est possible, ça mérite de sauter dessus.